construction des rocades sud-ouest et sud-est de la capitale. Il s'agit en fait de la construction de 2 nouvelles routes périphériques modernes devant relier la partie ouest à la partie est de la capitale sans passer par le centre-ville. Suivant les tracés, la première boucle devrait partir du quartier Mboudi sur la route de Caravane jusqu'à Mitendi et la deuxième rocade de plus de 40 km partira de Mitendi jusqu'à l'aéroport international de Ndjili en traversant les communes de Mongafula, Ndjili, Kimbanseke et Nsele. Les travaux devraient durer 2 ans et demi avec le financement issu du projet sino-congolais révisité en mars de cette année. Pour l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, ces 2 rocades ont un impact réel dans le désengorgement de la capitale. Au niveau de l'Agence congolaise de grands travaux, il a été pensé un moyen efficace et efficient pour résoudre ce problème d'engorgement. Et donc aujourd'hui, c'est l'implémentation de la périphérique de Kinshasa, la ceinture 360 degrés, mais qui se compose de 4 rocades. Et les 2 rocades que vous avez citées, notamment sud-est et sud-ouest, font ce que nous nous rencontrons aujourd'hui ici. Les études de faisabilité ont été menées par l'ACGT, l'Agence de grands travaux, depuis 2014. Ces travaux commencent directement après le go du chef de l'État pour une durée prévisionnelle de 3 ans. Et le budget du projet, tel qu'est planifié par les résultats des études, donne une enveloppe de 300 millions de dollars. C'est 63 km. Tous les officiels qui ont pris la parole ont vanté ces grands projets d'infrastructure du chef de l'État qui inaugure la série de grands travaux à travers le pays pour ce 2e mandat. Au moment où le groupement des entreprises chinoises exécute ses travaux à Kinshasa, d'autres chantiers s'ouvrent au Congo central, au nord et sud Kivu et dans l'espace Grand Kasaï. Selon l'avenant 5 des contrats chinois, au total, 5000 km de routes devraient être construites au cours de 5 prochaines années. Selon le ministre des ITPR, la construction de 2 rocades de Kinshasa va nécessiter l'expropriation de certaines parcelles privées, surtout ceux qui occupent les emprises publiques. Une fois ces ouvrages achevés, ces routes vont désengorger plusieurs communes de Kinshasa, à savoir Mongafula et surtout Ngalema, à la hauteur du quartier Mboudi et Mitendi. Ceci va rendre la circulation fluide. Les usagers se réjouissent de ces travaux qui leur permettront de ne plus faire face aux embouteillages monstres qu'ils rencontrent au quotidien. Les communes de Mongafula, Ndjili, Kimbanseke et Nsele sont le premier bénéficiaire de ces nouvelles routes de circulation rapide. L'autorité municipale n'a pas caché sa satisfaction. Je suis le plus béni. Le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, nous visite pour la 3e fois. Lors de la réhabilitation de la route Kindele, lors de l'inauguration de la station au niveau de Mboudi et aujourd'hui avec le lancement de la construction des rocades. Rocades qui signifie tout simplement contournement, déviation. Cela veut dire aujourd'hui, nous pouvons quitter le Congo central sans passer par Matadi Kibala, ni par Rompoengaba, ni par Lemba, mais on peut atteindre Lutendele, même Ngalema ou la ville. Ou bien nous pouvons aller vers l'aéroport sans aussi passer par les coins cités. Donc nous remercions le chef de l'État pour ces gestes louables posés à notre égard. L'autorité coutumière a aussi salué ces grands projets du chef de l'État qui va marquer l'histoire de son pays. Notre coin est trop isolé parce qu'on n'a pas de route, on n'a pas assez de route pour se rendre dans la capitale. Ça nous crée beaucoup de problèmes, surtout dans le marché qui s'est créé à Matadi Kibala, puisque à tout moment il y a des embouteillages. Vraiment,
comme le président de la République nous a pensé pour désengorger la ville, vraiment on est très apprécié. Le président de la République il nous avait promis, maintenant c'est déjà réalité, de Mboudi jusqu'à l'aéroport de Ndjiri, vraiment c'est très capital parce que si je vois très bien, c'est le groupement de Mbenseg et quartier qui ont beaucoup en profité au vu du trajet. Donc vraiment, nous applaudissons le président de la République. La ville de Kinshasa aura un autre visage. Autre voie de contournement, c'est celle qui relie la ville de Bukavu à celle de Mwenga, dans le sud Kivu. Les travaux de modernisation de cette route sont en cours d'exécution à la satisfaction des automobilistes et des populations de Bukavu et de Mongogo. Pascal Mouni et Betty Mboula ont fait la connaissance de ce chantier. Lentement mais sûrement, c'est à ce rythme que la société congolaise de construction Sokok évolue avec les travaux de modernisation de la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Kasongo, lancée au mois de décembre 2023 pendant la période de la campagne électorale pour leur première phase Bukavu-Mugogo dans le territoire de Walungu. Aujourd'hui, les travaux entamés par Sokok sont à l'étape d'assainissement entre lycée Wima et Kantv sur une distance de 4 km. La population riveraine de cette route remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les cadeaux qu'il avait promis au Sud-Kivusiens pendant son meeting de campagne à la place de l'Indépendance. Ce dernier remercie aussi la Sokok pour la qualité des travaux de construction d'un mur de soutènement long de plus de 30 mètres à 1,5 d'épaisseur en construction entre l'entrée de l'Avenue Karale, mosquée de musulmans, et l'entrée de l'ISM, UOB, UCB et USC. La Sokok poursuit aussi avec les travaux de construction de la canalisation entre lycée Wima et Camp TV et au même moment avec les travaux de la pose de la couche des fondations qui rendent fluide la circulation sur les tronçons qui étaient un casse-tête pour les usagers, témoignent le riverain et certains motards. Nafurahia kugisi Papa Kiseketi iko natengeneza balabala hapa. Hatukwaka tunaona kama tutapataka vya hivi hata. Ni kushangala na mimi nafurahi sana. Sous la mission des surveillances de l'office de route et la mission des contrôles du bureau technique de contrôle BTC, ces travaux sont financés par les trésors publics avec l'objectif d'asphalter en 2 phases cette route de Bukavu jusqu'à Mwenga. Bruxelles dit manifester son soutien à la RDC face à l'agression qu'elle subit. C'est la déclaration du ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants belges, André Flau, a fait cette déclaration après avoir échangé avec le chef de l'État. Les relations entre la Belgique et la RDC restent bonnes et imperturbables. Le ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants de Belgique a été reçu ce samedi en audience par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. André Flau est venu exprimer au chef de l'État le soutien de son pays au programme de la RDC visant à soulager la misère du peuple congolais dans les différents domaines durant cette 2e législature. L'objet de la visite, c'est tout simplement de continuer à manifester un intérêt et un soutien entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'une réunion qui est aussi amicale d'ailleurs, qui place cela sous le thème de la continuité des dossiers entamés à un moment où le Congo vient de se doter d'un nouveau gouvernement qui a un programme qui est effectivement chargé, qui va intégrer toutes les priorités émises par le président, que l'on parle notamment du désenclavement, du numérique, que l'on parle de toute une série de projets. Et dans cet ordre d'idées, j'ai aussi rencontré la Première ministre qui effectivement est en charge avec sa nouvelle équipe de mettre tout en œuvre pour à un rythme soutenu, répondre aux aspirations de la population. Concernant l'agression de la RDC par le Rwanda, l'homme d'État belge a précisé que son pays n'est pas resté insensible face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et en ce qui me concerne, j'ai été au Parlement celui qui a porté le plus de questions et de remarques à l'égard des ministres, premiers ministres à l'époque et ministres des Affaires étrangères pour faire en sorte que l'on n'oublie pas ce qui se passe à l'est du
Congo. On ne peut pas à la fois être, et à juste titre, très sévère par l'agression par la Russie de l'Ukraine et rester insensible aux agressions du Rwanda contre le Congo à l'Est, comme d'ailleurs on ne peut pas non plus rester insensible à l'agression d'Israël par rapport à la bande de Gaza. Il ne peut pas avoir deux niveaux de droit international ou d'application du droit international. Et donc je crois qu'il faut précisément maintenir en éveil là aussi cette attention particulière et surtout être au niveau belge les porteurs d'un message aussi au niveau européen pour que l'Europe ne soit pas distraite de ce qui se passe à l'est du Congo. L'ancien ministre est rentré satisfait de son entretien nourri avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Décédé dernièrement au Canada, le pasteur Baruti Kasongo a été porté en terre ce dimanche dans la périphérie de Kinshasa, au mausolée érigé en son mémorial. Les obsèques ont eu lieu ce dimanche matin au stade Tata Raphaël en présence du chef de l'État. Pleurer avec ceux qui pleurent, cette parole de la Bible vient de s'accomplir encore ici au stade Tata Raphaël de Kinshasa, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour rendre hommage mérité au révérend pasteur Baruti Kasongo, décédé le 1er juin dernier à Montréal, au Canada, à l'âge de 77 ans. Venus des provinces de la RDC des 4 coins du globe, fidèles, membres de la famille biologique de l'illustre disparu, ainsi que des personnalités politiques ont effectué les déplacements du mythique stade de Tata Raphaël pour s'incliner devant la dépouille de celui que l'Église Corps du Christ classe à juste titre parmi les plus grands évangélistes de la République démocratique du Congo. Cela méritait assurément des hommages du premier citoyen congolais. Accompagné de son épouse, la très distinguée première dame Denise Nyakeru, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi est venu consoler et réconforter la famille biologique du défunt ainsi que la grande famille chrétienne. Un élan du cœur, une compassion naturelle vivement ovationnée. Plusieurs témoignages concernant le ministère de cet homme de Dieu ont été donnés. J'ai un grand témoignage de cet homme de Dieu. Là, toutes mes croisades, il était là. Il venait souvent chez moi à la maison pour me prodiguer des conseils, me dire on est fiers de toi, de ce que Dieu fait pour toi. Et nous voulons que tu conduises dans cette lancée, dans le travail. Et dans son église, souvent, quand il parle des évangélistes, il citait aussi mon nom. Donc c'est un homme à qui j'ai beaucoup de respect. Voilà pourquoi je me suis obligé de venir m'incliner pour rendre des hommages à cette illustre qui était une icône, qui était un monument, un baobab de l'évangile dans notre pays. Nous avons bien dit à ceux qui sont restés avec l'Église de pérenniser le travail, de travailler dans l'unité, dans la sérénité, dans la paix, dans l'amour, et que l'Église n'est pas un gâteau pour que chacun prenne sa part, mais qui travaille pour l'honneur du Seigneur. En présence de plusieurs autorités politico-administratives et religieuses, le couple présidentiel s'est incliné devant la dépouille mortelle avant de déposer une couronne de fleurs. C'est un mausolée construit en son honneur en Nzélé qui reposera désormais le révérend pasteur Baruti. Une autre figure de l'Église du Congo qui est décédée, c'est Joseph Albert Malula. Le premier cardinal congolais, lui, est décédé il y a 35 ans. Il avait une passion pour l'Église et pour l'État, avec cette phrase devenue célèbre, « Une Église congolaise dans un État congolais ». Le cardinal Malula s'est beaucoup investi dans la promotion et la dignité de l'homme congolais. C'est cette vision qui a été saluée ce matin à la cathédrale Notre-Dame du Congo, où il repose pour l'éternité, par la première ministre Judith Suminwa. Joseph Albert Malula est l'un des fervents défenseurs des droits humains, des droits de la femme, dans la société et son émancipation. Au sein de l'Église catholique de la RDC, il a été à la base de la création du mouvement des mamans catholiques, poussant la femme à s'affirmer, à prendre la parole, accordant ainsi de la place aux idées de la femme. Il y a 35 ans, ce visionnaire avait quitté la terre des hommes. Après lui, ce mouvement féminin a survécu et au-delà des frontières nationales.
Cette messe célébrée, cette Eucharistie célébrée par l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo, en la cathédrale Notre-Dame du Congo, a mobilisé les femmes en majorité, emballées par la présence du numéro 1 du gouvernement central, Judith Suminwa Tuluka. Sa nomination est une réponse au combat mené par le cardinal Maloula, affirment ses mamans. Les mamans catholiques sont appelées à être la lumière du monde face aux antivaleurs, à la destruction de notre société. Elles sont détentrices des valeurs morales à transmettre aux familles grâce à une éducation chrétienne afin de construire une société modèle. L'apport de la femme aujourd'hui n'est plus à démontrer, a affirmé la première ministre Judith Suminwa lors de sa prise de parole. Je remercie le Seigneur qui m'a donné cette charge aujourd'hui de conduire le gouvernement à côté de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, car ensemble, je pense que nous pourrons continuer à travailler pour le bien de cette population, pour son développement. Et nous ne pouvons pas le faire seuls. J'ai besoin de vos prières à vous les mamans catholiques. J'ai besoin du soutien de la mère Église. La présence de la première femme chef du gouvernement à cet événement est une fierté pour ces mamans. Elles sont également honorées par le nombre important et la qualité des profils des femmes nommées par le chef de l'État au sein du gouvernement souminois. C'est une élévation qui brise les préjugés et les idées stéréotypes. Et les mamans catholiques, vraiment coup de chapeau, nous demandons à tous les mamans de faire ce que la maman là-bas a fait. Elle s'est rabaissée. Elle a montré qu'elle est maman catholique et s'est imprégnée dans le mouvement. Dans son rôle de chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka compte sur l'apport de toutes les religions dans l'éducation, la santé et autres secteurs de collaboration. Les églises sont des partenaires du pouvoir public. Kibambeso Moïsa nous donne le résumé des activités du président de la République du lundi au vendredi. La République sud-africaine vit une nouvelle page de sa démocratie après 30 ans d'abolition de l'apartheid. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu pour un deuxième mandat de 5 ans, ayant obtenu 40% de voix aux dernières législatives. Le parti présidentiel, le Congrès national africain, a signé un accord avec l'Alliance démocratique, la deuxième force du pays, pour la formation d'un gouvernement d'union nationale au sein duquel le parti Zulu Inkatha, notamment, est aussi partie prenante. À l'invitation de son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté le mercredi 19 juin à Pretoria aux côtés de ses pairs et une dizaine de chefs d'État africains à la cérémonie d'investiture du président réélu. Dans son discours après la prestation de serment, Cyril Ramaphosa a réitéré son engagement de servir la nation en tant que président de tous les Sud-Africains. Il a lancé un vibrant appel à l'unité et la cohésion nationale du peuple d'Afrique du Sud. Bien auparavant, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu à Kinshasa, à la Cité de l'Union africaine, l'envoyé spécial du président sud-africain pour la région de Grand Lac, Jeff Radebe. Ce dernier a, au cours de cette entrevue, remis au chef de l'État l'invitation officielle de la cérémonie d'investiture lui adressée par son homologue Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État sud-africain a également demandé à son émissaire de transmettre au président de la République un message d'amitié et de fraternité de son pays envers le peuple de la RDC. Après Pretoria, le président de la République a regagné le pays par Lubumbashi pour une visite de travail dans la capitale cuprifère. Un séjour pas de tout repos. Le chef de l'État a procédé le jeudi 20 juin au lancement du trafic ferroviaire des trains du service national. Composé de 30 wagons fermés, 15 ouverts, 10 citernes et 2 locomotives, ce train se trouve être une réponse aux nombreuses difficultés d'évacuation des produits et d'acheminement des intrants, ainsi que de différents autres outils nécessaires. Le service national a produit 16 000 tonnes de maïs pour la saison agricole 2023-2024. Autre fait marquant de la semaine qui vient de s'achever avec Peggy Mukunda.
Une semaine marquée par différentes prises de contact de ministres avec les membres de leur service. Au portefeuille de l'État, plusieurs entreprises publiques ont présenté au ministre Jean-Lucien Boussa la situation actuelle de leur gestion. Répartir sur de nouvelles bases beaucoup plus solides, ce sur quoi a insisté le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba, qui s'est entretenu avec l'administration de son ministère. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacques-Emmanuel Chabani, a échangé avec les responsables des services de sécurité pour le bon fonctionnement. Restons toujours à l'intérieur, où tous les gouverneurs et vice-gouverneurs nouvellement élus viennent d'être notifiés officiellement par les VPM. C'était au cours d'une séance de formation et de partage d'expériences pour la gestion des provinces. Une semaine marquée aussi par la démission de ses fonctions des ministres délégués près le ministre de l'Environnement et du Développement durable en charge de la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo. Gestion des finances publiques et les changements climatiques, c'est les thèmes abordés au cours des travaux de la 26e réunion du comité d'orientation d'Afritac, centre organe d'accompagnement technique du Fonds monétaire international qui s'est tenu dans la capitale avec la participation de 9 pays membres. Les coordinations provinciales du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PLDRCS, leurs antennes viennent d'être sensibilisées sur la justice transitionnelle et sur les innovations du programme. Le centre médecine mixte d'anémie SS, appelé communément Centre Mabanga, est de nouveau opérationnel pour accueillir ces malades drépanocytaires après les travaux d'innovation financés par la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Cette dernière a visité ce centre à l'occasion de la Journée mondiale de la drépanocytose, célébrée le 19 juin de chaque année. Au service national, 200 ex-Kuluna venus de Kasumbalesa et de Lubumbashi dans le Haut-Katanga ont pris la direction de Kanyama-Kasese, fiers de porter la tenue du service national. Et également, 150 autres Kuluna en provenance de l'Équateur ont été transférés à Kanyama-Kasese. Au total, 26 enfants malades sur la liste de 2000 cas enregistrés de maladies internes viennent d'être opérés gratuitement à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe. Je le disais dans le sommaire de ce journal, nous allons consacrer cette édition d'information à la drépanocytose et ce à la faveur de la journée mondiale de la drépanocytose. L'automédication est dangereuse pour les patients. Il l'est encore davantage pour les patients drépanocytaires. Les méfaits de l'automédication dans la vie de personnes anémiques SS est un dossier de Pati Tondouangou. La drépanocytose, maladie héréditaire, se caractérise sur les plans cliniques par une anémie chronique, une susceptibilité aux infections et des douleurs comme maîtres symptômes. Douleurs pour lesquelles la prise en charge recommande des médicaments antalgiques dont certains peuvent rendre les patients dépendants. Nos patients drépanocytaires présentent des complications normalement, qu'on appelle des crises douloureuses. Les douleurs peuvent être localisées sur tous les corps. Le membre inférieur, membre supérieur, l'abdomen, le thorax. Les douleurs sont classées par palier qu'on arrive à choisir quel médicament il faut donner pour traiter la douleur selon les paliers. À chaque fois qu'ils font des crises, ils reçoivent ces médicaments qu'on appelle les opioïdes. Ils risquent de présenter avec le temps une addiction à ces médicaments. Face à la douleur intense et dans la recherche du bien-être physique, malheureusement, certains anémiques SS pratiquent l'automédication au point de devenir addictifs. Je suis drépanocytaire, je suis dépendante de produits. J'avais des douleurs atroces au niveau du dos. Ça m'a provoqué à prendre le produit. Vu même des heures tardives, pas moyen d'aller dans un dispensaire à cause des Kuluna. Ça poussait que je puisse me piquer moi seule au niveau de mes cuisses pour calmer la douleur. Si je prends une ampoule, je trouve que ça ne va pas. J'ai consommé au moins 30 ampoules par jour. Addiction qui peut s'avérer fatale. Imaginez-vous 30 ampoules par jour. J'ai commencé à avoir des maux de tête. Pas seulement des maux de tête, ça provoquait des abcès.
au niveau de cuisse, là où je me piquais. Et puis, ça provoquait la convulsion. J'avais peur de perdre la vie parce que là, je suis mère célibataire, j'ai une petite fille de 4 ans. J'imaginais ma fille rester seule, sans aucun parent tout autour d'elle. Donc, j'ai eu peur. Pour sortir ces drépanocytaires de ces pratiques, il faut un accompagnement pluridisciplinaire, une démarche qui peut ne pas être à la portée de tous, faute de moyens. J'ai contacté mon médecin traitant. C'est lui qui m'a interdit de ne plus prendre ça. Là, il m'a prescrit une ordonnance dont le produit, ici, on n'a pas. On devrait chercher les produits au niveau de l'Europe. Imaginez-vous, la plupart de nos parents drépanocytaires sont de pauvres. Là, vous imaginez maintenant si avoir des produits en Europe pour le parvenir ici à Kinshasa, c'est toujours un problème. J'avais eu la chance d'en avoir pour 1 mois. Pendant le 1 mois là, j'ai respecté les doses que le médecin m'avait prescrites. J'étais hospitalisée pendant 1 semaine. En tout cas, je me sentais mieux. Faute de moyens financiers, je suis retournée à la maison. Le traitement de 2 ou 3 mois, je l'ai fait qu'en 1 semaine, par manque de moyens. Il y a un moyen d'aider les patients qui présentent une addiction aux opioïdes. Il y a un traitement non médicamenteux accompagné à un soutien psychologique normalement. Parce que ce n'est pas facile pour les malades de se priver de quelque chose que son corps s'est déjà habitué normalement. Il y a 2 médicaments qui sont les plus utilisés pour traiter ces maladies. Malheureusement, il est difficile de trouver ces médicaments ici à la capitale. Pour un premier temps d'ailleurs, le suivi d'un malade qui présente une addiction, les premiers soins doivent se passer normalement à l'hôpital. Au gouvernement, au ministère de la Santé, je demanderai si possible la création d'un programme pour lutter contre l'addiction. Parce que l'addiction, ce n'est pas seulement avec les médicaments, comme je l'ai dit par définition. Il y a aussi des activités. Par exemple, les jeux de paris sportifs, il y a des gens qui présentent des addictions également à ces jeux-là. Je conseillerais à tout le drépanocytaire, même pas les drépanocytaires, toute personne qui fait de l'automédication, en tout cas d'arrêter. Il y a lieu de miser sur la sensibilisation pour prévenir les dangers qui guettent ces patients dont la douleur et l'anémie chronique sont leur lot quotidien. À en croire les chiffres officiels, 2 millions de Congolais sont drépanocytaires. Quel est l'état des lieux de la prise en charge de la drépanocytose? Tentative de réponse avec Ramazani Moulenda. La drépanocytose est une maladie génétique rare mais oubliée. Selon les spécialistes que nous avons questionnés sur le sujet, 2% de la population mondiale sont affectés par la maladie. Ce qui veut dire que sur les 100 millions de Congolais, il y a donc 2 millions d'individus drépanocytaires. Héréditaire, elle est une maladie de l'hémoglobine. L'hémoglobine affectée s'appelle hémoglobine S. Les globules rouges prennent la forme de fossiles qui bloquent les vaisseaux et causent des douleurs aiguës et des complications parfois mortelles. Les recherches sont plus avancées, pour me répéter, en Occident que chez nous. Nous avons la mise sur des essais cliniques qui sont effectués sur de nouvelles molécules. L'hydroxyurée est connu depuis une 30aine d'années dans la drépanocytose, mais c'est un vieux produit qui a été utilisé pour d'autres fins. Donc, il est utilisé aussi dans la drépanocytose pour prévenir les crises. À côté de ça, il y a des médicaments qui empêchent la polymérisation de l'hémoglobine. Il y a des médicaments qui empêchent l'adhésion des molécules adhésives pour permettre à ce que le globule rouge puisse circuler dans les vaisseaux correctement. Il y a la thérapie génique, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller corriger le problème à la source, bien que ça ne va pas résoudre le problème génétique, parce que la maladie elle est génétique. Donc on va essayer d'aller corriger plutôt dans l'expression de la maladie. Il y a aussi la greffe de la moelle. La greffe de la moelle, c'est oui. Si on peut le faire? Non, nous n'avons pas d'équipement. On n'a pas d'équipement. Il faut avoir un personnel formé et puis la formation ne pose pas de problème. C'est vrai que la drépanocytose c'est une maladie chronique, mais aujourd'hui, il y a plusieurs avancées dans la prise en charge des malades. Il faut dépister la maladie à la naissance. Pour que déjà, si on sait que c'est un enfant drépanocytaire, aux environs de l'âge de 3-4 mois, on commence à lui donner
pénicilline orale. Et c'est ce que nous faisons pour le moment. La deuxième chose que nous devons faire, c'est vacciner ces enfants. Mais insister surtout pour qu'ils reçoivent justement le vaccin contre le pneumocoque et contre l'hémophilus influenzae. Lorsque l'enfant fait la crise, on va lui donner des antalgiques. Il y a une molécule actuellement qui est utilisée, c'est l'hydroxyurée. Et l'hydroxyurée a l'avantage d'augmenter l'hémoglobine fœtale, qui est une hémoglobine qu'on retrouve chez le petit enfant à la naissance, mais qui disparaît autour de l'âge de 6 mois. Les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé révèlent pertinemment que la grande majorité des victimes de cette maladie sont les afrodescendants. Cependant, plusieurs avancées sur les traitements sont enregistrées dans les pays les plus développés. Mais l'Afrique traîne encore les pas. J'ai un enfant anémique. En tout cas, papa, c'est pas facile d'avoir un enfant anémique. C'est difficile. S'il tombe malade, papa, c'est tout un problème. S'il commence à pleurer, si c'est les os, si c'est manque de sang, c'est tout un problème. Il faut qu'on nous prenne même en charge si vous n'avez pas l'argent. En tout cas, c'est difficile parce que leur traitement, toutefois, ça demande de l'argent. Le monde célèbre chaque 19 juin une journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. En RDC, la thématique nationale pour cette année s'intitule « La protection des drépanocytaires dans le contexte de la couverture santé universelle ». Dossier à suivre. Un drépanocytaire a lancé ce cri de détresse. Je vous convie à le suivre. Anémique SS, nazwaka traitement à l'hôpital à Mabanga. Tel que vous me voyez là, je suis anémique SS. Je me fais soigner à l'hôpital Mabanga. J'ai arrêté les études en 5e année primaire. D'ailleurs, je ont rencontré le président de l'Assemblée nationale ainsi que les ministres en chambre. Mais ce que vous ne savez pas de moi, c'est que je suis capable de tricoter. Je peux même coudre des habits, vous savez. Il me manque seulement de moyens pour me prendre en charge. J'ai une demande à vous formuler. Mais condition auto la libanda fallu que la solution batu kutu oya sida auto za sida na yeye moko libanda mais azana prise à charge bazozwaye bongo biso condition kutu maladie auto yebelité outi na ba parents. Que des personnes de bonne volonté me viennent en aide et particulièrement je lance un appel de détresse à la première dame Maman Denise Nyakero. Je sais que c'est une femme au grand cœur. Mais je sollicite son appui en termes de formation. Merci na maman na condition osaleli biso na mabanga tomoni place ya kolala kote ezalaki ya mabe motie bambetu ya bien osungi batu nasengi yo merci makambo nyonso ekende liboso ovanda ningaki nasenga lisungi nde yango wana. L'Ituri est en proie à une insécurité grandissante. Le collectif des députés de cette province ont rencontré le président de l'Assemblée nationale ainsi que les ministres en charge de la Défense et son collègue de l'Intérieur pour des solutions idoines. L'escalade de l'insécurité enregistrée dernièrement dans la province de l'Ituri ne laisse pas indifférents les élus du peuple de cette province. Des attaques à répétition menées par les groupes armés dans les territoires de Djougou, plus précisément au village de Lodjo et Bianda, en violation des accords de paix signés en avril dernier, ont poussé le caucus des députés de l'Ituri à rencontrer successivement le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Mwadiamvita, ainsi que celui de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, pour une discussion franche autour de cette situation. À l'issue de cette tournée, le caucus des députés de l'Ituri a souligné l'attention particulière des autorités et des dispositions prises pour remédier à cette situation. Le VPM nous a retiré qu'il va lui-même s'impliquer, qui est la situation sécuritaire de chez nous dans l'Ituri,
D'ailleurs, d'après lui, il propose d'être ensemble avec nous en Ituri au mois de juillet, si possible. Ainsi, les VFM de la Défense nous ont promis la même chose. Nous sommes rassurés qu'ensemble avec ces autorités, les Touris peuvent gagner sa paix. Un incendie a ravagé dernièrement un quartier de Bukavu dans le sud Kivu, une province confrontée au mouvement des déplacés de guerre à Kalehe et à des inondations et autres éboulements de terre. Les élus du Sud Kivu préoccupés sont allés voir le ministre en charge des Affaires sociales. Au début de leur législature, les élus du Sud Kivu, députés nationaux et sénateurs, prennent à bras le corps les problèmes sociaux et humanitaires de leurs entités. Avec en tête le président du caucus, Prince Chokola Kantitima, ils ont approché la ministre des Affaires sociales et Solidarité, Aziza Manana. C'était au cours d'une fructueuse séance de travail. Ils lui ont présenté différents tableaux, territoire par territoire, ainsi que la ville de Bukavu, victime des incendies à répétition. La question des inondations à Uvira et des éboulements des terres, soit à Kabare, Idjui, Walungu, Mwenga, Chabunda et Fizi, a été également sur la table. Plusieurs problèmes ont été mis à sa portée. Et là, c'est des problèmes dans chaque territoire. C'est une dame expérimentée qui a plus de 36 ans dans ce domaine. Il ressort des échanges que nous venons d'avoir avec elle, qu'elle est très attentive, je le répète encore. Elle a le souci de matérialiser la vision du chef de l'État qui est basée sur le social. Et déjà, le début de la semaine prochaine, il y aura une délégation qui va aller dans la province du Sud Kivu pour notamment assister les gens qui ont connu des problèmes d'incendie dans la ville de Bukavu. Le caucus a également évoqué la situation des déplacés internes en situation humanitaire préoccupante à Kalehe, fuyant les atrocités des terroristes du M23 au Nord Kivu. L'objet du droit constitutionnel au cœur des débats sur la colline inspirée. Une matinée scientifique organisée en mémoire des deux constitutionnalistes congolais décédés, Victor Djelo et Augustin Kitete. C'était une conférence débat très attendue par le monde universitaire. Ce samedi 22 juin 2024, le département des droits publics internes de la faculté de droit a tenu sa promesse pour un retrouvaille des éminents professeurs en hommage aux professeurs Victor Jean-Claude Djelo et Augustin Kitete Kikumba, tous deux parmi les meilleurs constitutionnalistes du pays, bien que rappelés auprès du créateur. Regard croisé sur l'objet du droit constitutionnel, c'est le thème central développé par des constitutionnalistes. En plus de rendre hommage à ces deux professeurs, la conférence débat a tenté de remettre sur la table de discussion la controverse sur l'objet d'étude du droit constitutionnel et de dégager les évolutions enregistrées en la matière. Tout a commencé par le mot de bienvenue du recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, suivi de la leçon inaugurale du chef de département des droits publics internes, le professeur Dieudonné Kalouba Djiboua. Les travaux du premier panel, sous la modération du professeur Martin Moulumba, ont porté sur le thème controverse juridique sur l'objet du droit constitutionnel. Le professeur Jean-Louis Essambo, doyen de la faculté de droit, est revenu sur un thème très alléchant, l'État comme l'objet du droit constitutionnel. Si ce droit constitutionnel doit seulement se limiter à l'étude de l'État pour l'un ou à l'étude du pouvoir pour l'autre, et de la conjonction entre ces deux dimensions de la recherche, on arrive à une idée que le droit constitutionnel étudie certes le pouvoir, mais ce n'est pas un pouvoir qui est en l'air, c'est un pouvoir qui est exercé au sein de l'État. Et on doit y voir non seulement la genèse du pouvoir, l'organisation du pouvoir, le fonctionnement, et j'ajoute la perte du pouvoir. Le professeur Évariste Bochab s'est apaisanté sur le pouvoir politique comme objet du droit constitutionnel. Ça n'est suivi des questions et réponses. Le deuxième panel de cette conférence débat au chapiteau de l'Université de Kinshasa avait pour thème l'actualité et les répercussions de la controverse juridique sur l'objet du droit constitutionnel. Le professeur Jacques Ndjoli a tenu l'assistance en haleine sur la dimension tradicentrique de la pensée constitutionnelle de Djelo et Kitete. Et enfin, le professeur Omeonga est revenu sur l'esquisse des répercussions de chacune des pensées de Djelo et Kitete.
Tout au long de leur carrière académique, les deux professeurs étaient opposés sur l'objet d'étude du droit constitutionnel. Le rendez-vous est pris pour des prochaines conférences à l'Université de Kinshasa. À la faveur de la commémoration du 30 juin, date de l'indépendance, quelques compatriotes réfléchissent et font l'état des lieux du pays 64 ans après l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale. L'indépendant pourquoi? Pour dire. Et l'indépendant pour qui? À qui profite l'indépendance de la République démocratique du Congo et les 2 ans de l'occupation du territoire de Bunagana occupé par les M23? Ces 2 questions étaient au cœur d'une conférence débat axée sur le thème « L'indépendance de la RDC, pourquoi et pour qui ?» organisée à marge de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, une façon de réveiller la conscience des Congolais pour acquérir la vraie indépendance en défendant l'intérêt du patriotisme congolais. C'est là pour pérenniser les acquis de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Plusieurs intervenants se sont succédés, entre autres le professeur d'université et le politologue Freddy Moulumba. La liberté a un prix. À un moment donné de l'histoire, le peuple décide de changer la donne. Cette fois-ci, avec Félix-Antoine Tshilombo comme président, nous espérons et nous voulons que le Congo se libère. On ne veut pas que le Congo soit sur les traces de l'Haïti. Ça fait plus de 200 ans que Haïti est indépendant. Regardez ce qui se passe. C'est parce qu'il y a une volonté des capitalistes occidentaux, prédateurs, qui ne veulent pas que le Congo soit indépendant. Donc si le Congo est indépendant, c'est toute l'Afrique qui aura son indépendance. Que faire? Il faut dire aux jeunes gens, il faut vous mobiliser à partir d'aujourd'hui pour être prêt de faire une guerre patriotique pour qu'on récupère nos territoires. On va les récupérer tôt ou tard. Une initiative des magazines Renaissance africaine et la conscience nationale congolaise en partenariat avec les amis de Charles Onana. Les ressortissants de Gungu dans le Kwilu plaident pour le développement de leur contrée. C'est un commentaire de Joséphine Liyondé. Ils ont tous ou presque répondu présents à cette célébration eucharistique. Les fils et fils du territoire de Gungu dans le Kwilu sont venus implorer Dieu pour l'unité des ressortissants de ces territoires, chers au patriarche Antoine Gizenga d'heureuse mémoire. Pour ce faire, l'officiant du jour a axé son homélie sur la repentance. Il a à cette occasion insisté sur le bien-être au sein de la communauté Pende pour le développement de Gungu. À travers cette initiative, notable de ces territoires, Betty Bitilo Mwanzita invite ses frères et sœurs à taire leurs divergences afin de sortir Gungu de son sous-développement. Aujourd'hui, nous sommes réunis tous ensemble devant Dieu, devant l'Éternel, pour glorifier et pour s'unir ensemble à jamais pour le développement de notre territoire de Gungu. Gungu qui était hier divisé et Gungu aujourd'hui qui est réuni. Et je remercie toutes les parties qui ont pu être avec nous dans cette manifestation, plutôt dans cette messe. Je les remercie et Gungu désormais unis, Gungu désormais ensemble et ensemble nous sommes forts. Au terme de cette messe, l'initiateur attend lancer le processus de réconciliation d'un commun accord avec l'échantillon représentatif de 12 secteurs du territoire de Gungu. Joséphine Liondo, qui a signé ce reportage, a concouru à la réussite de ce journal. Avec elle, Fifi Mukundi et Yolande Voka. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne semaine à tous et à toutes.